Bonjour ou bonsoir à tous. Cette émission de la série Les idées à l'endroit est la première depuis déjà pas mal de temps, et elle va être un petit peu particulière, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous connaissez cette émission, vous la regardez, vous l'appréciez, vous savez que c'est une émission qui présente de façon assez systématique, mais en même temps très ouverte, un grand nombre de personnalités, de théoriciens, d'écrivains, de courants de pensée qui ont contribué à l'histoire des idées. L'émission existe depuis déjà pas mal d'années et malheureusement, depuis quelque temps, elle est devenue bien irrégulière. Il y a à cela la raison à laquelle tout le monde pense, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement la crise sanitaire, la difficulté de réunir des invités dans une période où tout le monde est plus ou moins confiné. Mais ce n'est pas la seule raison. L'une des autres raisons est plus personnelle, c'est tout simplement que je vis de plus en plus éloigné de Paris et que c'est assez problématique pour moi de pouvoir animer régulièrement cette émission. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de cette émission qui sera consacrée à George Orwell, grand écrivain, inclassable, et en présence de deux excellents invités. Je salue, entre autres, notre ami Michel Onfray. Je voudrais en profiter pour passer le relais à l'un de mes amis qui va dorénavant animer à ma place l'émission Les idées à l'endroit. La plupart d'entre vous le connaissent, il s'agit de Rémi Soulier, qui est à la fois journaliste, écrivain, essayiste, philosophe, auteur de pas mal de livres sur Péguy, sur Boutanque. Il a fait notamment un livre excellent intitulé « Racination », paru chez Pierre-Guillaume Deroux. Et c'est l'occasion pour moi, évidemment, de saluer la mémoire de cet autre ami, Pierre-Guillaume Deroux, disparu lui aussi ces derniers mois. Il a publié aussi, Rémi Soulier, un petit livre récemment sur la figure du dieu Hermès, et il a eu la gentillesse d'accepter ma proposition de me relayer pour animer cette émission. Il a déjà participé d'ailleurs, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, à plusieurs émissions qui se sont déroulées sur ce plateau. C'est un familier des idées à l'endroit et je suis très content de lui céder la place. Ce que je vais faire sans plus tarder, en me levant et en lui demandant de nous rejoindre pour prendre la place qui sera désormais la sienne. Et quant à nous, nous aurons certainement l'occasion de nous revoir et je vous dis donc à tous, à bientôt. Eh bien, au seuil de cette nouvelle édition des idées à l'endroit, je remercie bien sûr très vivement et très chaleureusement Alain de Benoît, pour qui en effet j'ai la plus grande amitié et même la plus grande affection, et au-delà de tout peut-être encore la plus grande admiration. C'est donc pour moi un honneur de lui succéder. Je remercie également les responsables de TV Liberté pour la confiance qu'ils m'accordent, Philippe Miliot et Martial Bild. Et puis pour cette première émission, j'ai effectivement beaucoup de chance, non seulement parce qu'évidemment son sujet est George Orwell, immense écrivain, également essayiste, penseur du politique, mais aussi parce que j'ai la chance d'avoir deux invités de très grande qualité, Michel Onfray, qu'il est inutile évidemment de présenter. Vous vous intéressez depuis très longtemps à l'œuvre d'Orwell. Vous-même d'ailleurs, pour qui vous lit, avez une proximité très forte avec ce philosophe. Je crois qu'on peut dire vraisemblablement qu'il est, comme dirait Barès, un de vos intercesseurs. Et vous lui avez consacré un livre en particulier, un livre récent, qui s'intitule « Théorie de la dictature », qui est paru en 2019, je crois, aux éditions Robert Laffont, et qui depuis peu est disponible en collection de poche aux éditions J'ai lu, et qui consiste en une lecture très minutieuse de 1984 et de La ferme des animaux, deux grands textes de fiction d'Orwell. Et puis, second invité,
Lucien Dazay, que je remercie vivement également de sa présence. Lucien Dazay, vous êtes romancier, vous êtes traducteur, vous êtes essayiste, grand familier de l'Italie. Vous avez consacré un ouvrage à Ovide, un autre ouvrage à Tibulle. Vous avez également consacré un ouvrage à Sonsiaré de l'Arconne, qui fut l'égérie de Roger Nimier, avec qui il s'est tué sur la route à Garches en 1962. Et donc, votre travail de traducteur de l'anglais, en l'occurrence, vous a amené à traduire un certain nombre d'essais de George Orwell, donc sous le titre « Écrits de combat » aux éditions Bartilla, édition que vous avez établie et préfacée. Donc Orwell est essentiellement connu, bien sûr, pour ses travaux d'écrivain, ses travaux relevant de la fiction, pourrait-on dire, d'une manière d'ailleurs un peu simplificatrice, puisqu'après tout, la distinction entre la pensée et la réflexion romanesque ou littéraire est souvent très ténue. Mais c'est aussi un essayiste du politique. Et Michel Onfray, votre ouvrage, donc, Théorie de la dictature, s'ouvre sur un chapitre intitulé « Orwell et l'Empire maastrichtien », titre très significatif. L'Empire, c'est aussi l'Empire britannique, bien sûr, que Orwell a connu et qu'il a servi également. Puis c'est aussi l'Empire du bien dont parlait le regretté Philippe Muret. En tout cas, ce n'est pas du tout l'Empire intérieur dont notre ami Alain de Benoît a beaucoup parlé et sur lequel il a beaucoup réfléchi. Mais c'est un empire, disons, délétère. Et le tout début de votre livre, donc, je lis simplement les 2 premières phrases. Je tiens la pensée politique de George Orwell pour l'une des plus grandes. À égalité avec le Prince de Machiavel, ou le discours de la servitude volontaire de la Boétie, le Léviathan de Hobbes, ou le contrat social de Rousseau. C'est évidemment considérable. Pour quelles raisons, Michel Onfray, de manière générale, tenez-vous à ce point-là Orwell pour un grand penseur dans la philosophie politique occidentale ? Parce que chacun des auteurs dont vous parlez, enfin que vous avez cité, a pensé une question, pas seulement une question. Je veux dire, on associe Rousseau au contrat social, par exemple. On associe moins Hobbes au contrat social, et pourtant c'est un autre contrat social, et qui m'intéresse un peu plus, d'ailleurs, qui est antérieur, XVIIe siècle, mais qui est très épicurien. Il y a des théories politiques chez les Épicures. Il y a quelques maximes qui, pas grand-chose, il reste pas grand-chose, mais assez pour qu'on sache que c'était une politique contractuelle. Et on fait souvent de Hobbes un penseur absolutiste, ce qu'il n'est pas, parce qu'il y a un moment donné où il nous explique qu'effectivement, quand on renonce à sa liberté sauvage pour acquérir une liberté, pour construire une liberté civile et civique, eh bien, on a la protection du souverain. Mais quand cette protection n'est plus là, on peut recouvrer la liberté qui était passée. Donc c'est presque une théorie, une pensée de la subversion chez Hobbes. Machiavel, bien sûr, c'est sur le de principatibus plutôt que le prince, c'est des principautés. Donc c'est comment, avec les principautés, peut-on fabriquer une unité nationale, pour le coup une Italie. On va utiliser des mots qu'il ne faudrait pas utiliser pour cette époque-là, mais c'est donc la pensée un peu de la dictature romaine, du genre, vous avez pour objectif de créer l'État, tous les moyens sont bons, comment est-ce qu'on s'y prend, on connaît l'histoire, le renard, la ruse, et puis le lion, la force, etc. Enfin, tous ces penseurs-là ont associé leur nom à une pensée particulière, à un objet particulier, et Orwell pense le totalitarisme. Et alors moi, je ne suis pas de ceux qui financent avec une arène pour savoir si totalitarisme, fascisme, chez Pétain, chez Mussolini, chez Hitler, pas chez Mao, chez Staline, chez Lénine, pas chez Lénine, etc. Je pense qu'il y a un totalitarisme presque pour le coup platonicien, et qu'il en fait l'analyse avec une forme qui est celle du roman, de l'apologue, enfin c'est presque une fable de La Fontaine, et en prose pour le coup, et qu'on a laissé de côté ces textes-là dans leur profondeur politique essentielle, parce que la forme donnait l'impression que c'était un roman, et que après tout, bon voilà, c'est une histoire, la ferme des animaux, c'est bien gentil, les cochons, le chien, etc. Sauf que c'est une façon de penser les régimes dictatoriaux autoritaires du XXe siècle et au-delà. On peut imaginer que sa pensée le passé, voire sa pensée un présent qui était celui des totalitarismes qu'Orwell a connu, mais que d'une certaine manière, il pensait la quintessence du totalitarisme, ce qui nous permet de penser évidemment notre époque. Mais en même temps, Michel Onfray, Lucien Dazay, est-ce qu'il n'y a pas une
une profondeur d'Orwell qui irait encore au-delà. C'est-à-dire qu'il est commode, au fond, pour les régimes que l'on appelle aujourd'hui les démocraties libérales et représentatives, d'opposer de manière très stricte la démocratie libérale et représentative au totalitarisme. Est-ce que la pensée d'Orwell, la pensée du totalitarisme, que l'on a associée peut-être de manière un peu trop schématique au communisme et au stalinisme, en raison de la période dans laquelle il a vécu, et de la pensée dans laquelle il se situait lui-même, qui est la pensée du socialisme, mais d'un socialisme particulier, le socialisme démocratique. Est-ce que la vision qu'Orwell a du totalitarisme, telle qu'il la met en scène dans 1984 et dans La ferme des animaux, n'est pas aussi une manière au moins aussi subtile de dénoncer un certain nombre de processus à l'œuvre dans les régimes qui sont censés s'y opposer de la manière la plus formelle? Est-ce qu'on peut proposer cette lecture-là d'Orwell également? Oui, je crois d'ailleurs qu'il y a un malentendu en particulier en ce qui concerne 1984. On en a fait un peu un roman de science-fiction, d'anticipation, précisément parce que il avait donné cette date dans le futur. Mais en réalité, c'est une satire du monde contemporain. Il y a beaucoup de choses qui concernent l'Angleterre, en tout cas le régime dans lequel il vit. C'est une satire sociale. Je suis assez d'accord avec Michel Onfray sur le côté universel de cet apologue. Et il n'est pas inscrit. Il ne prévoit pas ce qui risque d'arriver. Et il regarde un système dans l'absolu. Et c'est un totalitarisme qui ne représente pas forcément le communisme ou le fascisme. Tout à fait. Et c'est aussi une des raisons qui font que, à mon sens en tout cas, les lectures d'Orwell qui ont été orientées essentiellement dans un sens, on pourrait dire avec un relatif anachronisme, du côté du néoconservatisme, qui consiste simplement à dire, voilà, Orwell a mis en accusation une société qui n'est absolument pas la nôtre, mais qui est aux antipodes, sont sans doute des lectures un peu biaisées, un peu réduites. Cela dit, Orwell est un penseur du socialisme. Il se reconnaît dans le socialisme, dans ce qu'il appelle le socialisme démocratique, c'est-à-dire une des formules qu'il utilise dans les écrits de combat que vous avez édités, Lucien Dazet. Mais ce socialisme démocratique est d'autant plus méritoire de sa part, que Orwell naît donc en 1903, il meurt en 1950, c'est-à-dire dans les décennies où l'opium des intellectuels, comme disait Aron, où le stalinisme enrôle absolument tous les esprits. Lui y échappe. Et il promeut donc ce qu'il appelle ce socialisme démocratique. Quel est-il? Comment peut-on le définir dans ces grandes lignes? En quoi se distingue-t-il d'emblée et s'incarne-t-il d'emblée comme un adversaire résolu de ce que l'on appelait le socialisme scientifique? Aujourd'hui, on en plaisante, on ironise un peu sur la scientificité de ce socialisme-là. Mais Orwell, lui, pas du tout. Il comprend parfaitement les tenants et les aboutissants de ce socialisme pseudo-scientifique, et il lui oppose donc un socialisme démocratique. Comment peut-on quelles sont ses orientations? C'est un anti-marxisme de gauche, très précisément, et tout à l'heure vous parliez de ce qui faisait la spécificité d'Orwell, on pourrait ajouter Camus, c'est-à-dire la peste, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire il y a un problème avec Barthes au moment de l'apparition de ce livre, parce que il donne l'impression, ce livre, aux yeux de Barthes, d'être un livre anticommuniste, et en fait non, c'est un livre qui s'oppose autant au communisme qu'au national-socialisme. Simplement, cette pensée libertaire, elle a été détruite par Marx. Vous avez raison de parler du socialisme dit scientifique ou prétendu scientifique, c'est-à-dire que pour des raisons polémiques, il y a par exemple un grand socialiste français qui est Proudhon, j'étais venu sur ce plateau pour en faire l'éloge, et ce socialisme français que Marx admire, puisque finalement il lit le système des contradictions économiques de Proudhon, et il trouve que c'est formidable, il demande à Proudhon d'être son correspondant en France, Proudhon dit j'ai autre chose à faire, et puis je suis pas marxiste d'une certaine manière, et à ce moment-là il se met à le détester, et Proudhon écrit une philosophie de la misère qui est un très joli livre, enfin très, très beau livre, très fort, très puissant, et Marx répond avec misère de la philosophie, on le sait bien, il se moque de lui, et puis il y a cette espèce de haine de classe, du type qui a fait des études à l'université, qui est un bourgeois rhénan, avec ce type qui est un paysan, qui vient de Franche-Comté, etc. Et en fait, Marx dit, il y a des socialismes, ils sont tous utopiques, il n'y en a qu'un qui est vraiment scientifique, c'est le mien. Cette façon de mettre dans le même panier, je dirais, des Leroux, des Cabet, des Proudhon, ou des Fourier, en disant ça, c'est utopique. Pas tort s'il prend par exemple certains textes de Fourier, où Fourier nous dit que la révolution permettra de transformer la mer en vaste étendue de limonade, qu'il y aura des copulations de planètes, tout ce genre de trucs. On peut imaginer effectivement que c'est un socialisme utopique. Mais pas les autres socialismes. C'est une façon polémique pour Marx de prendre le marché du socialisme, le marché européen du socialisme. Il dit en gros c'est moi, je m'impose. Après il va bougrer les urnes au moment des internationales, enfin voilà. Et ça marche bien sûr. Et puis il y a la fameuse dictature du prolétariat.
Proudhon dit, et puis là, évidemment l'abolition de la propriété privée. Proudhon dit mais pas du tout, pas de dictature, sûrement pas du prolétariat. Bakounine dira d'ailleurs dictature du prolétariat sur qui ? Donc c'est sur le prolétariat, c'est dictature d'un prolétariat sur un autre prolétariat, c'est la naissance de la bureaucratie. Donc c'est vraiment là qu'est l'enjeu, et on a là avec Orwell, mais aussi avec Camus, deux socialistes libertaires. Français. Et je pense que la pensée libertaire allemande, je songe à Stirner, je songe à Bakounine, est une pensée hegelienne. Donc elle n'est pas très éloignée que ça de la pensée marxiste. Alors que le socialisme français n'est pas hegelien. D'abord, il fallait lire Hegel dans le texte, le comprendre, et estimer qu'il était estimable. À l'époque, ça n'était pas le cas. C'est Marx qui le rend estimable un petit peu plus tard, et plutôt les marxistes, quand ils feront l'exégèse des premiers textes de Marx et des manuscrits de 1844. Et il y a chez Orwell cette façon de dire, mais attendez, le marxisme n'a pas le monopole de la gauche. Et le socialisme des barbelés, le socialisme du goulag, le socialisme des pays de l'Est, c'est pas l'horizon indépassable du socialisme. Et on peut même avoir un socialisme qui serait opposé à ce socialisme-là. C'est des choses qu'on n'entend pas encore aujourd'hui, parce que si, par exemple, on est contre Mélenchon, c'est qu'on est de droite, et si on est de droite, c'est qu'on est d'extrême droite. On dit, est-ce qu'on pourrait pas calmer le jeu un petit peu, par exemple, et imaginer qu'on peut être et de gauche, et socialiste, et contre un socialisme qui serait celui de Mélenchon, ou celui de François Hollande, ou celui d'Emmanuel Macron, simplement parce que le socialisme, c'est pas ça. Et quand on lit Orwell, et les écrits que vous avez formidablement présentés au public, là, on voit l'étendue d'une pensée socialiste critique. Comment ça fonctionne avec la guerre d'Espagne, comment ça fonctionne avec la littérature, comment il fait des comptes rendus d'ouvrages où on voit ce que c'est qu'une pensée libertaire en acte. Et pour une gauche qui voudrait se ressourcer, je dirais, eh bien, il faudra d'abord commencer par faire le ménage dans le marxisme, arrêter de croire qu'il y a des socialismes scientifiques, ou des socialismes dialectiques, qui seraient des socialismes hegeliens. Il y a un socialisme français qui n'est pas marqué par Hegel, chez les libertaires, par exemple, Sébastien Faure, donc Proudhon, dont j'ai beaucoup parlé, mais Élisée Reclus, ou quelques autres, ou Anne Riner, qui sont des gens, ou Belgarrigue, à qui on doit le mot libertaire, qui sont des gens qui ne pensent pas dans l'encombrement de la scientificité prétendue de Marx, et pas non plus dans la pensée de Marx. Marx n'est pas l'horizon indépassable de ces socialistes, et ça n'est évidemment pas celui de Camus, d'Orwell et de Simone Weil, la philosophe. Oui, la proximité avec Simone Weil est aussi très forte, ne serait-ce que par l'engagement espagnol aussi dans la guerre civile, aux côtés des républicains, bien entendu. Lucien Dazé, sur un versant peut-être un peu plus littéraire, mais les choses sont évidemment très liées chez Orwell. Dans les écrits de combat que vous avez rassemblés, que vous avez préfacés, donc aux éditions Bartilla, figure c'est l'essai le plus volumineux d'ailleurs du volume, que Orwell a consacré à Dickens. Oui. C'est-à-dire que Dickens, lui aussi, alors pour le coup, a été un intercesseur d'Orwell. Cette articulation chez Orwell de la littérature et du socialisme, mais précisément au sens du souci social, disons. Comment s'effectue-t-elle ? En quoi, par exemple, de manière très précise, Orwell se reconnaît chez Dickens ? En quoi a-t-il pu influencer, cet écrivain-là, sa propre pensée sociale ? Quelle est cette articulation que l'on peut poser ? Moi, je crois que déjà, il y avait un contexte d'origine. Orwell avait à peu près les mêmes origines sociales que Dickens. Et puis ensuite, c'est un souci à la fois des personnes vulnérables et de l'enfance en particulier chez Dickens, ce qui le frappe. C'est ce qui ressort un peu de son essai. Même s'il est très critique à l'égard de Dickens, il pense qu'il a une pensée politique qui n'a pas tellement de portée. Il constate, il se range systématiquement du côté des pauvres, des laissés pour compte. Oui, des plus humbles. Oui, et là, il y a une véritable proximité avec ce souci qu'a toujours Orwell. Et il parle, en fait, ce qu'il admire chez Dickens, il dit que c'est une banalité, c'est une sorte de dignité. Il dit simplement, si les gens se comportaient dignement, le monde serait digne de ce nom. Et ça rejoint la fameuse notion d'Orwell de common decency. Tout à fait, de décence commune. Voilà, ou d'honnêteté commune, enfin, il y a plusieurs traductions. Ouais. Et c'est ce qu'il retrouve chez Dickens. Et donc, c'est une sorte de portrait spéculaire. Il se reconnaît en lui. Et en même temps, ça lui permet de faire une critique. D'ailleurs, c'est un essai qui est très intéressant pour comprendre Orwell, parce qu'il parle de lui-même à plusieurs reprises, à travers la découverte des romans de Dickens à différentes périodes de sa vie. Et puis, il explique les faiblesses
de cette pensée, et ce que Dickens aurait pu faire s'il n'avait pas été pris à la fois dans son univers romanesque et puis aussi dans un contexte victorien qui était un peu plus étriqué que celui qu'a connu Orwell par la suite, qui est un homme engagé en plus, alors que Dickens s'est un peu méfié de la politique. Il se méfiait énormément de la Révolution en particulier. D'ailleurs, il a écrit des pages absolument spectaculaires sur la Révolution française dans le Conte des deux cités, où ça représente l'horreur pour lui. Et ça, c'est d'ailleurs un phénomène assez courant en Angleterre au XIXe siècle. Il y a une espèce de traumatisme que les Anglais vont hériter sur plusieurs générations. Il y a les grands livres de Burke, enfin, les considérations sur la Révolution française, oui, évidemment, qui d'emblée vont marquer considérablement les esprits. Et la pensée de gauche aussi, qui reste... Je pense que c'est une chose d'ailleurs qu'il faudrait souligner dans la pensée de gauche d'Orwell, c'est le côté conservateur. Voilà. Donc elle est ancrée en tout cas dans des traditions. Alors c'est la fameuse formule d'Orwell, anarchiste Tory, oui. Se définissant comme anarchiste conservateur. On retrouve l'anarchisme dont vous avez parlé, Michel Onfray. Sur cette question du peuple, parce que c'est évidemment très, très important, votre ouvrage, vous avez retenu également un petit essai d'Orwell sur les mineurs. Oui. C'est-à-dire que là, les mineurs de fond. La proximité d'Orwell à l'endroit du peuple est une proximité réelle. Oui. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas un peuple qui est perçu à travers le prisme de lunettes idéologiques, bien entendu, mais c'est le peuple réel, un peu comme Maurras parlait du pays réel pour l'opposer au pays légal. Il y a chez Orwell un souci du peuple réel, et donc qui se retrouve dans cette fameuse formule de décence commune, que l'on peut traduire de manière différente. Je pensais d'ailleurs, vous écoutant Michel Onfray, avec la référence que vous avez faite évidemment à Albert Camus, au père d'Albert Camus, disant « un homme, ça s'empêche ». Bon, c'est-à-dire, tu ne peux pas, tu peux retenir tes instincts d'assister à tel ou tel spectacle particulièrement négatif. Ce qui fait l'humanité de l'homme, c'est de savoir, et de l'humanité populaire, c'est de savoir, à partir d'un certain moment, indépendamment de toute considération idéologique, qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et c'est aussi une des composantes de cette décence commune. Alors, est-ce que, d'après vous, ce populisme, je mets le mot entre guillemets, d'ailleurs, peut-on, c'est un mot piégé aujourd'hui, le mot populisme, mais en admettant qu'on puisse l'utiliser avec des guillemets, ce populisme d'Orwell ne va-t-il pas de pair également avec une méfiance à l'endroit, et cela rejoindrait tout ce que nous vous avons évoqué précédemment, à l'endroit des intellectuels, à l'endroit de l'intelligentsia? N'y a-t-il pas une méfiance vis-à-vis de toutes les conceptions du monde qui peuvent ressurgir d'une fabrication, d'une préfabrication purement cérébrale, au détriment, pour le coup, lorsqu'elle s'exerce, lorsqu'elle se met en acte, du monde réel et du peuple réel? Oui, d'ailleurs, je crois qu'un des grands problèmes de l'interprétation d'Orwell, c'est qu'il a passé sa vie à critiquer la gauche, et donc il a servi d'une certaine manière la droite à travers toutes les satires qu'il a fait de l'intelligentsia de gauche. Mais la proximité du peuple chez Orwell, il faut la voir dans son souci de faire un travail de journaliste. Et là aussi, il rejoint Camus. Il va sur le terrain. C'est presque un ethnographe, en fait. Il participe à la guerre d'Espagne, il descend dans la mine avec les mineurs, il va faire un séjour à Wigan, à côté de Manchester, où il fréquente les ouvriers pendant des mois. Il devient aussi clochard à Paris. Et c'est cette expérience qui est le fondement de sa pensée. Beaucoup plus qu'une pensée théorique. C'est ça. Il fait des statistiques d'ailleurs. Il y a des reportages dans tous ses livres qui sont quelquefois même très lourds, mais ils se fondent sur une expérience réelle, toujours. Et en quoi peut-on dire que cette pensée-là, que cette pensée populaire-là, est également une forme de conservatisme? Je pense par exemple au patriotisme d'Orwell. Orwell se réclame du patriotisme. C'est un patriote anglais aussi. Ce qu'une certaine gauche aurait du mal, une gauche internationaliste évidemment, aurait beaucoup de mal à admettre. Et ne se reconnaîtrait pas d'ailleurs dans cette forme de patriotisme, voyant dans le patriotisme une forme de bourgeoisisme. Vous parliez tout à l'heure de l'expérience, du rôle de l'expérience, et les Anglais sont des spécialistes de la philosophie empirique, sensualiste et empirique. Et c'est très exactement le contraire de la philosophie française qui reste très allemande. Et la tyrannie de Hegel fait qu'effectivement, on a un peu de mépris pour la pensée empirique. L'État a la raison. Oui, puis la pensée empirique serait la subjectivité, la perception, le retour d'un sujet, d'une subjectivité. C'est pas très intéressant. Vous parliez de sa jeunesse ou de son enfance. Pour moi, il y a un texte majeur qui raconte son expérience en pension.
cette espèce de souffrance terrible qui est généalogique. Je pense qu'il y a chez lui une espèce de façon épidermique d'aborder le monde. Il a connu dans sa chair la souffrance et il a été soucieux de la pourchasser partout, de la voir, de l'analyser, d'en faire une analyse empirique. Alors comme c'est de la philosophie empirique, notre philosophie qui ne voit que par le concept, surtout avec Deleuze qui estime qu'un philosophe est un créateur de concepts, c'est-à-dire souvent de néologismes, on estime que s'il n'y a pas de concept, il n'y a pas de philosophie. Mais c'est la sensibilité qui fait le philosophe, c'est pas c'est le corps, c'est la sensibilité, la perception, bien sûr, c'est la présence au monde et ce qu'on voit du monde. Et cette expérience empirique qui fait que quand on expérimente dans sa chair la souffrance, en pension, c'est comme Camus, quand il expérimente l'humiliation, enfin les humiliations qui ont pu être les siennes, il y a une espèce de terreau, donc d'abord empirique, mais sensualiste aussi, qui fait que la philosophie n'est pas la même. Ça peut pas être, c'est pas une philosophie de papier. Chez Marx, c'est une philosophie de papier. Chez Proudhon, c'est une philosophie vécue. Il est fils de tonnelier, il a été lui-même typographe, il a travaillé, il a été bouvier, il a gardé les vaches, etc. C'est pas exactement la même chose que d'imaginer que le peuple, c'est un concept hegelien. Marx, il découvre le peuple dans les principes de la philosophie du droit de Hegel. Proudhon, il sait ce que c'est. Son père était ouvrier, il l'a été lui-même, il a été typographe, il a fait faillite lui-même, Proudhon, donc il est dans une pensée empirique. En France, quiconque est anglais d'une certaine manière, mais quiconque prend le pari de la philosophie sensualiste, un peu dans l'esprit de Locke, ou empirique, eh bien, passe pour quelqu'un qui n'est pas un philosophe. Alors que, moi j'estime que c'est le degré supérieur de la philosophie, parce que quand on est dans le conceptuel, dans la philosophie pure et dure allemande, etc., on fait de la philo pour philosophe. On fait pas de la philo pour le plus grand monde. Et la question du peuple, pour lui, n'est pas une question théorique ou théorétique, n'est pas une question de cours d'une certaine manière, mais c'est une question de réalité. Il va voir, il veut voir, quand il je vais pas dire se déguise, mais enfin en clochard, quand il veut vivre la vie du clochard, il va pas lire 10 livres sur ce qu'est la clochardisation pour faire un concept de la clochardisation ou voilà. Et le peuple, à l'époque, on a beaucoup transformé le peuple en populace aujourd'hui, mais à l'époque, il y a une transmission d'un certain nombre de savoirs empiriques dans le peuple qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de l'école, on peut ne pas savoir lire, écrire, compter, mais on pense, parce qu'on a hérité d'un savoir empirique. Les anciens ont fait savoir que, etc., on a une connaissance du métier. C'est la tradition de l'initiation artisanale également. Voilà, un pays a parfaitement connu ça. Absolument, et c'est la nécessité du conservatisme. Le conservatisme, c'est dire, je tiens ça d'un ancien qui le tient d'un ancien qui lui-même le tenait d'un ancien. Et quelque chose qui a marché pendant 3000 ou 10 000 ans, ça ne peut pas être quelque chose de faux. Donc il y a dans le peuple cette espèce de présence au monde qui est issue d'un rapport empirique au monde, d'un rapport sensualiste, perceptif au monde, et on ne peut pas tromper le peuple qui garde cette espèce de connaissance immédiate des choses. Par la suite, on peut transformer le peuple en populace, c'est à l'évidence, et aujourd'hui la télévision fait ça très bien, les médias font ça très bien, et on dit regardez ce peuple-là, on dit attention, faites un peu la différence. Moi qui connais dans mon village natal des gens qui sont là depuis des millénaires et qui n'ont jamais quitté le village, la campagne, etc., si vous allez au bistrot, on sent cette décence commune, on la voit s'exprimer, on l'entend même avec une façon d'être, une espèce de présence lourde au monde, une façon de se déplacer, et je pense qu'ils sont rares les philosophes, donc il y a Camus, il y a Orwell bien sûr, Simone Veil également, mais qui ont été capables, Peggy, vous en parliez fort justement tout à l'heure, et Peggy n'a pas le statut de philosophe, non, pas plus qu'il n'a le statut de poète. La poésie de Peggy, c'est formidable, c'est magnifique. C'est admirable. Le poème Ève, le Château de Loire, enfin bien sûr, Peggy est admirable. Bien sûr. C'est une alternative à la poésie intellectuelle de Mallarmé qui fait une poésie totalement hermétique et absolument ésotérique, incompréhensible. Je pense à autre chose en même temps, parce que chez Peggy, c'est extraordinaire. Je pensais que Christophe avait mis en musique un poème de Peggy sur Jeanne d'Arc. C'est extraordinaire. Moi, j'ai écouté cette chanson de ouais. Il y a eu un film qui a été fait et Christophe a fait une chanson. Je me dis, mais qui a écrit ce texte? C'était un texte de Peggy. Ouais. Et je suis pas sûr qu'on puisse faire la même chose avec un poème de Mallarmé. Enfin, on s'éloigne. Mais je veux dire que cette façon de dire, allez voir du côté du peuple quand il est resté peuple, eh bien, il y a un savoir, une sagesse à retenir. Vous parliez de Burke tout à l'heure, on pourrait dire Carlyle aussi, enfin tous ceux qui ont parlé de la Révolution française de l'autre côté de la Manche n'ont pas dit la même chose que ceux qui en ont parlé en France, par exemple, surtout quand ils étaient dans l'optique marxiste. Mais ça n'est pas un populisme, c'est un savoir du peuple qui est repris en main par des intellectuels qui nous disent « mais les intellectuels qui écrivent pour les intellectuels ne méritent aucun intérêt ». Mais les intellectuels qui écriraient avec le peuple, pas forcément pour, mais c'est une autre catégorie d'intellectuels.
Et toujours dans la même idée de licence commune et d'association du conservatisme et du patriotisme à cette vision du monde-là, il me semble qu'il y a également chez Orwell une grande méfiance, c'est le moins que l'on puisse dire, à l'endroit de l'idéologie progressiste. On ne peut absolument pas dire d'Orwell qu'il participe de ce qu'on appelle aujourd'hui le progressisme, qui constitue véritablement la doxa. Ne pas être progressiste aujourd'hui, c'est être relégué dans les limbes des enfers. Orwell, pas du tout. Et cela va dans le sens de cette proximité avec le peuple paysan, ou ouvrier, mais le peuple de l'outil, dirait Peggy. C'est-à-dire il y a ceux qui savent manier l'outil et ceux qui ne savent pas manier l'outil. Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez Orwell un goût d'une société d'avant la mécanisation? Est-ce qu'il n'y a pas, et d'avant le mécanicisme idéologiquement qui va l'accompagner, est-ce qu'il n'y a pas ce goût pour une société qui saurait préserver la beauté du monde naturel, la beauté cosmique tout simplement, et qui en même temps serait le reflet de cette simplicité des âmes que le progressisme, comme un rouleau compresseur, veut évidemment éradiquer. C'est le bulldozer progressiste qui détruit ce qui d'ailleurs, me semble-t-il, et c'est une question que je vous pose, peut-être contribue à faire d'Orwell un homme dont la pensée est assez proche d'une critique de la modernité d'extrême gauche, pour le coup, que l'on a appelé le romantisme révolutionnaire, des Benjamin et d'autres, qui se situent également, qui vont opérer une critique d'extrême gauche du monde moderne. Et donc du mécanicisme du monde moderne. Est-ce qu'on peut dire d'Orwell qu'il participe aussi de ce mouvement-là? Est-ce qu'il y a cet éloge de la simplicité, de la rusticité, de l'immédiateté avec le monde et avec les êtres? Oui, je pense qu'il faudrait faire remonter le socialisme d'Orwell bien avant Marx. Justement, vous parlez de romantisme. Oui. À la période, par exemple, des ludistes, qui ont été ce mouvement des années 1820-1830, on les a appelés les destructeurs de machines, oui. Mais c'est tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que le monde artisanal allait être détruit par la révolution industrielle. Et c'est ce que perçoit Orwell, il est dans le prolongement de cette tendance. Et il est très proche, par exemple, de certains poètes anglais romantiques. Je pense en particulier à John Clare, qui avait été révolté et traumatisé par le système ce qu'on appelle des enclosures en Angleterre. On a commencé à détruire l'open field, qui était l'endroit où tout le monde pouvait faire paître son troupeau. C'était vraiment une espèce d'espace commun. On appelait ça d'ailleurs les commons, et au bénéfice de la propriété privée et d'un terrain agricole compartimenté. Mmh. Oui, oui, je vous en prie. Non, allez-y. Non, je veux dire, c'est une forme de socialisme agrarien, mais c'est une manière c'est une formule, voilà, qui vous. Alors, John Clare a raconté ça avec la hantise parce qu'il voyait ce qui allait se produire en fait par la suite, la destruction, l'espace de plus en plus restreint de cette communauté paysanne qui allait perdre ses valeurs et qui n'allait plus pouvoir respirer. Et par sa proximité avec les ouvriers, avec les paysans, Orwell éprouve le même genre de choses. Et c'est ce qui fait son autorité d'ailleurs par rapport aux intellectuels, c'est qu'il est avec eux et il connaît leurs problèmes, il voit avec eux ce qui est en train d'être perdu au bénéfice d'un progrès entre guillemets. Et son message, c'est qu'il y a une série, il y a un monde qui est en train d'être détruit et qu'il faut préserver à tout prix. Oui, parce que ce progrès est une machine à détruire la nature, précisément, et la nature dans tous les sens du terme, puisque le progressisme aujourd'hui veut abolir toute espèce de frontière et toute idée de nature, puisqu'il semble considérer qu'il y a humanité et humanisation de l'homme. Plus on se retire de la nature, plus on s'éloigne de la nature, et plus on s'humanise. Le problème, c'est qu'évidemment, il peut y avoir des chocs en retour, et que cette nature-là, elle-même peut se révolter, et que l'on en vient à supprimer toute espèce de limitation. Et dans ce cas-là, voilà, on est dans la démesure, c'est un schéma classique. Et le totalitarisme est une forme de démesure. Attention, je crois qu'il faut... Orwell n'était pas contre non plus le progrès technique, par exemple, la mécanisation. Mais je pense qu'il avait clairement à l'esprit que les machines devaient être considérées comme des machines, des outils. Elles ne devaient pas prendre le dessus sur des valeurs tout simplement humaines.
Et je crois qu'il a clairement cette hiérarchie à l'esprit. Et à partir du moment où le progrès technique prend le dessus, on assiste au phénomène de déshumanisation et donc à une forme de totalitarisme. Oui, c'est ça qu'il dénonce en tout cas. Je vais préciser peut-être aussi, parce que vous êtes plus au courant que moi, mais la vie qu'il mène en campagne, quand il s'en va dans cette île et où il a une vie totalement en rapport avec la nature, et il mène une vie philosophique là. À la fin de sa vie, où il avait comme projet il s'est retiré sur une île en Écosse. Très dur d'ailleurs, la vie qu'il a menée est assez austère. Il a commencé à avoir un jardin potager. Presque un décroissant avant l'heure. Oui. C'est là d'ailleurs qu'il a écrit 1984 sur cette île. Oui, il y a un retour. Et son patriotisme dont vous parliez auparavant, il s'enracine aussi là-dedans, je crois. C'est absolument pas, il faut être très clair par rapport au patriotisme d'Orwell. Il y a deux choses qui sont fondamentales. C'est absolument pas ethnique. Et puis, il n'y a absolument aucune haine de l'étranger. Tout au contraire. Je crois que c'est ce qui importait beaucoup pour lui, c'était toute la culture de l'Angleterre, la langue anglaise, et tout ce que véhiculait l'Angleterre depuis des siècles qu'il fallait préserver. Alors, oui, vous soulevez cette question de la langue, qui est évidemment essentielle chez Orwell, ne serait-ce d'ailleurs qu'à travers le thème d'une novlangue dans 1984. Lui-même avait une réflexion sur la langue, y compris la langue anglaise d'ailleurs, qui est assez particulière, une volonté peut-être de simplification, mais jusqu'à quel point, en tout cas surtout pas de falsification. Lorsqu'Orwell réfléchit à la question de la langue, donc il y a les deux mouvements. Ce qu'il sent, ce qu'il perçoit, c'est, et qu'il exprime dans 1984, c'est évidemment le grand mouvement de falsification de la langue, et le fait de lui faire dire l'inverse de ce qu'elle dit, de ce que disent les mots, c'est donc son usage idéologique. Et en même temps, il a un souci d'intellection, d'intelligibilité. On est loin du conceptualisme fallacieux, deleuzien, enfin cette espèce de délire du personnage conceptuel. Cette langue d'Orwell, quelle est-elle, vous qui êtes Lucien Dazé, qui avez traduit Orwell, quand on se confronte à l'anglais d'Orwell, qu'est-ce que l'on comprend, qu'est-ce que l'on perçoit? Orwell a été obsédé par effectivement toutes les formes de falsification. Il a un mot en anglais qu'il utilise couramment, c'est humbug, qui signifie en gros la langue de bois. Et donc il cherche, lui, à battre en brèche tout ce qui est hypocrite ou qui cache des choses dans la langue et être le plus précis possible. Exact. D'ailleurs, ça rejoint ce souci permanent d'être sur le terrain, et c'est pour ça que je parlais d'ethnographie auparavant, parce qu'il donne des données exactes. D'ailleurs, il répète cette maxime assez souvent que la bonne prose doit être comme une vitre transparente. On ne doit pas sentir la moindre affectation. Ça doit décrire très exactement la réalité. C'est d'ailleurs un travail de journaliste au départ. Et donc, non seulement il dénonce, souvent avec beaucoup d'ironie, donc tout ce langage, le jargon, et en particulier le jargon de l'intelligentsia de gauche, mais aussi bien à droite. Et pendant toute la période de propagande de l'avant-guerre, c'est l'une des premières choses qu'il dénonce. Et il est à la recherche donc d'une langue très pure. Et alors le premier effet, là, je vous donne un exemple de traducteur. Oui. Si on le traduit Orwell à la lettre, il est extrêmement clair. Ça paraît plat en français, parce que c'est très simple, effectivement. Et on est obligé d'en rajouter un peu, de rajouter des fioritures grammaticales pour que ça passe. Ce qui d'ailleurs dénonce probablement un des défauts du français, qui a certainement des effets de manche qui n'existent pas dans l'anglais courant, en tout cas l'anglais d'Orwell, avec une très grande économie des mots. Grande économie de moyens et précision, minutie. Oui. C'est un outil, le langage, il me semble, chez lui. Oui, tout à fait. Moi qui suis très nul en anglais, je peux le lire un peu en anglais. Et je me suis dit, mais c'est drôle, cette espèce de langue blanche, presque comme Houellebecq, quoi. Une espèce de langue. La langue n'est pas là, elle n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour transmettre un certain nombre d'informations. Et je me suis dit, mais il y a une économie incroyable de moyens pour une efficacité terrible. On voit bien les images, l'inventivité, enfin les allégories, toutes ces choses-là qu'on voit aussi bien dans La ferme des animaux que dans 1984. Alors justement, 1984 et ce fameux novlangue, cette fameuse falsification du langage. Définition du discours politique selon Orwell. Le discours politique, là je le cite, est conçu pour faire passer le mensonge comme véridique, l'assassinat respectable et conférer à ce qui n'est que du vent une apparence de crédit.
Comment fonctionne ce novlangue? Comment l'a-t-il inventé? Enfin, inventé au sens où un spéléologue invente une grotte, hein, c'est-à-dire où il découvre ce qui existe précédemment. Mais comment s'articule-t-il dans la trame générale de 1984 et donc dans sa dénonciation du totalitarisme et même des sociétés modernes, pourrait-on dire? Quelle est la fonction du novlangue? Qu'est-ce qui est visé à travers ce processus langagier? Les mots pour ne rien dire, l'usage des mots pour ne rien dire. Ou quand je disais tout à l'heure que les mots étaient là, le style, les mots sont là pour servir à quelque chose, à transmettre un message. En l'occurrence, il y a des gens pour lesquels les mots sont une fin en soi. Et je parlais de Mallarmé tout à l'heure, cette espèce de plaisir qu'il y a à jongler avec les mots, avec les concepts, avec les idées, qui éloignent le penseur du monde, de la réalité, et qui le rapproche du monde idéal, et puis qui en même temps lui permet de fonctionner en vase clos avec les gens qui pratiquent le même langage, le langage de la même secte, d'une certaine manière. Regardez tous les lacaniens, tous les deleuziens, tous les derridiens, tous ces gens qui, en gros, apprennent une trentaine de néologismes et jonglent avec tout ça en disant si vous n'en êtes pas, vous ne comprendrez rien. Et si vous ne comprenez rien, c'est parce que nous, on est profond. Et les intellectuels disent mais laissez-nous l'intelligence, c'est notre affaire, c'est notre métier. Quand des gens comme Orwell ou comme Camus se disent mais non, le langage, c'est un instrument, c'est un outil, et c'est un instrument pour faire passer des idées au plus grand nombre. Comme ce ne sont pas des universitaires aussi, ces gens-là, ce sont juste des gens qui disent mais on ne va pas faire une religion du langage. Et il y a effectivement des gens qui ont compris qu'avec le langage, on pouvait atteindre le monde, on pouvait l'effacer, on pouvait l'augmenter, on pouvait le rapetisser, on pouvait le diminuer. Et on voit bien aujourd'hui comment, moi d'ailleurs j'ai parfois l'impression que tous les matins Macron lit une page de 1984. Enfin tous ces gens, les dirigeants européens sont tous des gens ou un peu d'Huxley de temps en temps, pour se dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui. L'écriture inclusive, enfin tout ça, ça procède de la destruction de la langue, de la complexification de la langue, et on a des langues qui sont devenues totalement compliquées. Vous avez des discours de pédagogues, vous avez des notices qui sont données à l'administration, ou des trucs que vous recevez des impôts, vous dites dans quel sabir est-ce rédigé, enfin, pourquoi le sabir? Pour garder la domination par le langage. Cette façon de dire non, un langage simple nous permettra de communiquer, et ça sert à ça, d'abord le langage, c'est aussi, à mon avis, une option politique radicale et essentielle. Mais n'y a-t-il pas plus encore une perversion même de la langue, une perversion des mots? C'est-à-dire que j'ai parfois le sentiment, en lisant Orwell, qu'il procède à ce que Confucius appelait la rectification des noms, mais Confucius voulait opérer la rectification des noms et la rectification du langage dans le sens de la vérité, ou dans le sens de la transparence, ou dans le sens de la justesse ou de la justice, bien entendu. Mais est-ce que le novlangue ne va pas encore plus loin que le métalangage délirant des promoteurs du signifiant et de la déconstruction? Est-ce que le novlangue, ce n'est pas la perversion même des mots les plus simples, voire l'interdiction de nommer le réel lui-même? Autrement dit, est-ce que la novlangue n'est pas un outil, un contre-outil, dirait-on, pour employer pour ne surtout pas confondre l'usage de l'outil chez Peggy et chez Orwell, mais un contre-outil ou un anti-outil pour récuser le réel lui-même, pour opérer la réécriture du réel. Autrement dit, n'y a-t-il pas à l'œuvre dans 1984, dans La ferme des animaux, est-ce que ce qui est dénoncé par Orwell, est-ce que ce n'est pas une véritable haine du réel? Et tous les déconstructeurs qui sont des reconstructeurs, des bricoleurs, et pas des artisans, pas des hommes de l'initiation artisanale, est-ce que ce ne sont pas des gens qui mettent tout ce qu'il faut avec eux pour précisément dénier au réel toute densité, tout sens de l'incarnation? Est-ce que ça ne va pas jusque-là, Orwell, la pensée d'Orwell? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il vise? Peut-être, en tout cas, il y a l'idée de donner le change à travers le langage, de cacher quelque chose. Je pense qu'il voit dans le novlangue une sorte de fumigène qui va permettre d'éblouir et d'étourdir, voire de droguer les citoyens pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe réellement, en fait. Oui. Je pense qu'il l'entend un peu dans ce sens. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans tous ces jargons codés. Ce sont des facteurs d'exclusion. Si quelqu'un vous parle une langue que vous ne comprenez pas, il vous fait comprendre que vous n'appartenez pas à son monde. Aujourd'hui, par exemple, le langage de la technocratie et des oligarchies technocratiques se situe tout à fait dans ce registre.
Oui, vous savez, depuis Ferdinand de Saussure et son cours de linguistique générale, on connaît l'articulation du signifiant et du signifié. Si vous touchez l'un, vous atteignez l'autre. Et si vous voulez effacer le réel, il vous suffit d'effacer les mots qui disent le réel. Et si vous voulez produire un réel, il vous suffira avec les mots de le produire. On voit bien comment les médias aujourd'hui fabriquent du réel, comment on fabrique de l'opinion, comment on efface le réel simplement avec du langage, avec du vocabulaire, des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas, des mots qu'on utilise, des mots qu'on n'utilise pas. Je parlais tout à l'heure de l'écriture inclusive, mais regardez comment on est passé du vagabond au SDF, ou aux gens de l'aveugle, au malvoyant, ou comment on est passé de la femme de ménage au technicien de surface. Enfin, comment du clandestin au migrant. Hein. Oui, voilà. Le clandestin, l'émigré, l'immigré, le migrant. Cette évolution sémantique est une façon de nous faire avaler les choses avec les mots qui sont plus faciles à avaler que les choses. Et puis à un moment donné, où on se surprend à être soi-même embarqué par la mode ou le tic de langage, les celles et ceux. Aujourd'hui, les annonces dans le train, par exemple, sont faites en vertu de ces principes-là. Il y a quelqu'un l'autre jour en Angleterre qui n'était pas très content parce qu'on a appelé les hommes ou les femmes, je ne sais pas quoi, qui a porté plainte en disant, enfin, c'est inadmissible. Donc, tout ce qu'on fait au langage, on le fait au réel. Et si on veut faire quelque chose au réel, il suffit de le faire aussi au langage. Et quelqu'un qui dira, ah non, pour moi, le langage, ça va être un instrument. Il faut adéquation entre signifiant et signifié. Ne peut pas se permettre de dire un jour que la liberté, c'est la servitude, que la paix, c'est la guerre, etc. Bien sûr. N'y a-t-il pas également dans le socialisme démocratique d'Orwell, n'y a-t-il pas une part que l'on pourrait dire morale? On rejoint peut-être ce que nous avons déjà dit à propos de la défense commune, mais n'est-il pas animé par un souci moral qui est évidemment, vous citiez le Prince de Machiavel, parmi les grands classiques évidemment de la philosophie politique, de la pensée politique, mais qui est aujourd'hui qui est soit à la fois nié, soit au contraire transformé en moraline, bien entendu. Mais Orwell n'est-il pas aussi à la recherche d'une morale authentique? D'une forme d'éthos, pourrait-on dire, en tout cas j'allais presque dire de bonne mœurs, mais de bonne mœurs non pas au sens du bulletin paroissial, mais au sens de ce qui est de tout temps, vous faisiez référence à ce qui a existé depuis des milliers d'années, et qui est aujourd'hui battu en brèche. Il y a un souci moral chez Orwell. On peut voir en lui un moraliste, ou pas? Oui, je crois, ça rejoint encore une fois cette idée de décence commune et de dignité. D'ailleurs, un détail intéressant dans les écrits d'Orwell, en particulier les essais, c'est qu'il éprouve cette dignité dans la honte. En particulier quand il était dans la police impériale en Birmanie, et il prend conscience de ce que c'est le colonialisme quand il assiste à des actes qui, en tant qu'Anglais, lui font honte. Et il a honte pour son pays à travers des pratiques. Et donc il a une idée de la dignité, de même qu'on peut la voir. Ça rejoint par exemple la notion de pudeur, oui. de choses qui ne correspondent pas à l'idée qui se fait de soi. Et d'honneur. Et d'honneur, tout à fait. Oui. Il y a une forme de chevalerie chez Orwell. Chez les pauvres aussi. Oui, bien sûr. Chez les pauvres aussi, une civilisation de la honte. Moi, mon père était ouvrier agricole et il fallait pas déchoir. Enfin, il y a des choses qu'on ne faisait pas. On n'avait pas d'argent, pas de propriété, mais au moins on avait sa dignité. Oui. Et il y avait effectivement des moments dans l'existence où on pouvait perdre son honneur. Oui, c'est le propre de la proximité également entre la noblesse, disons, et le peuple et la paysannerie. Oui, le lien entre noblesse et paysannerie est un lien évidemment multiséculaire que vient briser l'ordre bourgeois et l'ordre libéral tel qu'il est aujourd'hui, évidemment. Il y a des expressions comme perdre la face ou faire face en français qui sont très belles. Faire face d'ailleurs est la devise de l'armée de l'air. Et ça rejoint vraiment le vocabulaire d'Orwell. Absolument. Et c'est un souci permanent et je pense que ces personnages, et en tout cas le citoyen tel qu'il le conçoit avec cette common decency, oui. il a constamment besoin de garder la face dans toutes les situations. C'est ce qui lui permet de résister, par exemple, pendant la guerre. Et je pense que l'élan Churchill a motivé les Anglais de cette manière. Il y avait vraiment une question de dignité à résister contre le nazisme. Et puis, en même temps, c'est une chose qu'on ne peut pas perdre. Cet honneur fait tellement partie de l'identité
que ça peut conduire au drame. Il y a finalement chez Orwell du gentleman. Bien sûr, oui. Hein, c'est une façon d'être... dans le sens de chevalier, en tout cas. Oui, de la chevalerie, hein, de la chevalerie, bien entendu. Michel Onfray, vous avez évoqué le versant libertaire de la pensée d'Orwell. Est-ce que cela signifie que chez lui, il y a par principe, par définition, une méfiance à l'endroit de tout pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit le pouvoir des États, le pouvoir des églises, le pouvoir des confréries, des sectes, le pouvoir des idéologies. Ce versant libertaire de sa pensée se manifeste comment? C'est tout pouvoir qui est, pas ni Dieu ni maître si on voulait simplifier les choses à l'excès, ou bien c'est simplement une relation plus distancée? Alors, écoutez, quand vous lisez les dernières phrases, les dernières pages de La ferme des animaux, c'est terrible. Parce que vous avez l'exploitation, vous avez les exploiteurs, les exploités, et puis d'un seul coup, les exploités se révoltent et prennent la place de l'exploiteur, et puis que deviennent les gens qui ont fait la révolution pour un certain nombre de principes, eux-mêmes des exploiteurs. Ça se termine avec ce bal où on voit les cochons ou une truie habillée avec les vêtements de l'ancienne patronne. On se dit, mais la leçon est terrible. Elle est tragique en même temps. Hein. C'est ni optimiste ni pessimiste. C'est une façon de dire, faisons de l'anthropologie. Moi, ce qui m'intéresse dans Le Prince de Machiavel, c'est qu'il fait de l'anthropologie avant de faire de la philosophie. Il part de l'homme en disant « je fais avec l'homme tel qu'il est ». Rousseau part d'une anthologie absolument inverse. Commençons par écarter tous les faits. Commençons par écarter les faits. C'est formidable. Je pose l'hypothèse de l'état de nature, 3 pages plus loin, il n'y a plus l'hypothèse, et 5 pages après, c'est une vérité. On se dit, on pose une hypothèse qui devient une vérité aussi rapidement, c'est quand même... Alors qu'il y a chez Orwell, mais également chez tout... Moi, je le rattacherai au courant anglais ou anglo-saxon, enfin, cette idée que soyons empiriques, soyons sensualistes, les hommes sont ce qu'ils sont. Darwin n'est pas par hasard, pour moi, le plus grand philosophe qu'on n'a pas encore intégré. On n'a pas encore intégré les leçons de Darwin. Hein. Pas tant en 1859 avec l'origine des espèces, mais 1871 avec la filiation de l'homme. C'est pour moi, normalement, ça devrait être une fracture dans l'histoire des idées de la philosophie. C'est toujours pas fait. Mais enfin bon, il y a chez lui cette façon de dire, il faut composer avec les hommes. On peut faire de la politique en imaginant que c'est une affaire de concept, mais les hommes, c'est ça. S'ils sont exploités, je suis du côté des exploités, mais quand les exploités prennent le pouvoir, ils deviennent des exploiteurs eux aussi. Et ça, c'est pas forcément terrible, ou c'est assez désespérant. Les dernières pages de La ferme des... C'est pour ça que dans mon essai, j'ai voulu mettre les deux. J'ai voulu dire, mais il y a aussi des choses dites qui ne sont pas dites dans 1984, notamment toute la part anthropologique. La part anthropologique dite avec des animaux. C'est très intéressant aussi, ça. Mais alors, est-ce que cela signifie que le socialisme démocratique tel qu'Orwell le conçoit est voué à rester du domaine de l'utopie, du non-lieu? Je veux dire par là, si le souci politique d'Orwell est évidemment très, très intense dans sa dénonciation, dans ses constats, est-ce que l'on peut parler d'un projet ou bien est-ce que ce projet-là, eh bien, c'est le projet d'Orwell. Ce projet-là, c'est le projet d'Albert Camus. C'est le projet d'individualité auquel on peut également reprocher finalement d'être eux-mêmes des intellectuels. C'est-à-dire, est-ce que l'on se défait jamais de ce fameux socialisme des intellectuels? Est-ce qu'il y a moyen d'envisager une politique orwellienne qui serait de l'ordre de la réalisation? Je crois que pour Orwell, il fait confiance à l'individu quand il parle de common decency. Je crois que c'est vraiment la conscience de la dignité de l'individu et le projet qu'il va lui-même mener à la fin de sa vie en cultivant son jardin. Et s'il y a une espèce d'initiative individuelle vers une vie en société qui peut être à une échelle très réduite, à l'échelle du village, je crois qu'il envisage une société heureuse, en tout cas harmonieuse, avec une initiative personnelle. Il fait confiance, je pense, dans la liberté de l'individu, de pouvoir concevoir pour lui-même cette dignité de vie en communauté et
elle ira de soi pour la communauté ensuite. Et ce qui suppose de raisonner avec le petit nombre, enfin la communauté villageoise ou la direction amicale, éventuellement. Mais au-delà, je pensais, vous écoutant Lucien Dazé à Chesterton, dont il a été un lecteur, je crois. Bien sûr, bien sûr. Il l'a peut-être reconnu d'ailleurs, mais oui, il l'admirait beaucoup. Oui. Et chez Chesterton, il y a également ce désir d'un retour vers les petites communautés, vers le localisme, vers quelque chose de plus réduit. Donc la perspective collective, si perspective collective il y a du côté d'Orwell, est elle-même donc très empirique et se construit à partir d'un réalisme individuel quasiment. Vous savez, les dernières pages on parlait tout à l'heure de Camus, mais les dernières pages de La Peste, c'est aussi extrêmement intéressant, cette façon de dire, bon, pour l'instant elle est partie, mais elle reviendra. Et les solutions politiques sont un peu des solutions individuelles. Peut-être on pourrait imaginer que la résolution des conflits qu'on trouve dans La Peste ou dans 1984, ces résolutions se trouvent chez Junger avec sa théorie de l'anarque. Cette façon de dire, quand il y a ce qu'il y a et ce qu'on voit, l'anthropologie étant ce qu'elle est, les hommes étant ce qu'ils sont, la solution n'est probablement pas dans un changement de société, dans une société idéale, tellement fantastique, merveilleuse et formidable, mais dans les retrouvailles avec l'esprit chevaleresque. Et Junger dit de l'anarque qu'il est à l'anarchiste, ce que le monarque est au monarchiste. Absolument. Et ce recours aux forêts, c'est aussi le titre d'un livre de Junger, comme vous le savez. Voilà, eh bien, c'est probablement la solution des socialistes libertaires qui ont compris que les hommes étant ce qu'ils sont, souvent, quand le socialisme n'est pas libertaire, c'est un socialisme débarbelé, qu'il débouche au nom du bien sur des camps de concentration, sur des goulags, sur l'Union soviétique, la Chine, le Laogai, le Vietnam, enfin toutes ces choses-là. Et on se dit, bah oui, effectivement, qu'est-ce qu'il nous reste ? La possibilité de vivre debout et de dire la négativité ne passera pas par moi. On ne sait pas si ces deux qui ont vécu si peu de temps, on se dit, mais on aurait pu avoir 30 ans de plus pour Orwell, même chose pour Camus. Je dis, Camus, par exemple, aurait pu connaître mai 68, il aurait pu connaître l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, Albert Camus. On se dit, mais quelle aurait été l'inflexion à partir du réel sur leur pensée ? En serait-il resté à cette espèce de promotion d'un idéalisme chevaleresque en disant, soyez debout, un homme ça s'empêche, et ce sera l'horizon indépassable, ou le jardin de Voltaire, quoi, cultiver son jardin. Je pense pas qu'il se serait contenté de cette position. Moi, je crois qu'il faut compter avec une pensée arrêtée par la mort. On imagine ce que 30 années d'expérience, de réflexion auraient pu donner, mais bon, on va pas faire de la fiction pour le coup. Bien, notre émission se termine. Merci beaucoup Michel Onfray, merci beaucoup Lucien Dazé de votre participation. Je crois que l'on a essayé de montrer en quoi Orwell finalement était un homme d'une très haute noblesse populaire et à quel point sa pensée fait se rejoindre des horizons qui a priori semblent bien distincts mais qui rassemblent des hommes qui, si éloignés soient-ils en apparence, c'est la fameuse amitié stellaire dont parlait Nietzsche, se retrouvent sur le plan des étoiles. Donc merci beaucoup et donc à très bientôt pour une prochaine émission Les idées à l'endroit.